Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Guerre d'issue budgétaire sans hausse de la TVA ou de la CSG, estime la Cour des comptes. Une hausse donc annoncée par la Cour des comptes dans cet audit remis au Premier ministre qui prône également des économies de toute nature. Il faut trouver 33 milliards d'euros pour respecter l'engagement de réduire le déficit public à 3%. Autre constat implacable, la feuille de paye des fonctionnaires victimes du maintien global des effectifs selon la Cour des comptes. Seule une réduction de leur nombre permettrait d'augmenter les salaires. Les islamistes disant agir au nom de Dieu poursuivent la destruction de mausolées et ciblent désormais des mosquées à Tombouctou, la ville mythique du Mali. Les premières pertes de ces joyaux du patrimoine de l'humanité sont considérables, nous dira notre invité tout à l'heure, André Bourgeault, c'est un spécialiste du CNRS. Et puis, nous recevons également la socialiste Marie-Noëlle Lienemann et le centriste Jean Arthuis, la rigueur de gauche face à la rigueur de droite. Le mot rigueur reste tabou chez les responsables politiques d'aujourd'hui comme d'hier, mais il ne fait pas peur à Didier Migaud. Le premier président de la Cour des comptes aime citer le poète Paul Valéry, la plus grande liberté naît de la plus grande rigueur, a-t-il dit. L'audit tant annoncé rebat donc les cartes pour le gouvernement, sommé de réduire les dépenses et contraint d'augmenter les impôts. Marie Brémaud. La tâche s'annonce immense, l'équation budgétaire difficile. Didier Migaud a dévoilé le rapport de la Cour des comptes, un rapport sans concession qui prône très clairement la rigueur à tous les niveaux pour l'année 2013, année cruciale où il faudra redoubler d'efforts. L'effort estimé à 33 milliards d'euros, si la croissance économique est de 1%, est cependant nécessaire et réalisable. La Cour des comptes donne quelques pistes à suivre. Du côté des dépenses, tout d'abord, toutes les administrations, tous les services vont devoir se serrer la ceinture, mais la sécurité sociale devra particulièrement faire attention et freiner les dépenses. Les collectivités territoriales sont également mises à la diète. La Cour suggère une baisse massive des dépenses de fonctionnement. Mais Didier Migaud a particulièrement insisté sur un point. Le principal enjeu budgétaire porte sur la masse salariale. En effet, ces dépenses, y compris les pensions, représentent 13,6% du PIB, toutes administrations confondues. En clair, il va falloir supprimer des postes de fonctionnaires de 15 000 à 30 000 par an. Mais les propositions des sages de la rue Cambon ne s'arrêtent pas là. L'augmentation des recettes, c'est-à-dire des impôts, est inévitable. Suppression totale des niches fiscales et sociales, augmentation au moins temporaire de la TVA et de la CSG. Avec ce rapport, la Cour des comptes nous rappelle que pour sortir de la crise, l'essentiel du chemin reste devant nous. Et le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, souligne qu'une hausse de la TVA n'est pas au programme présidentiel de François Hollande, ni pour cette année, ni pour 2013. A priori, si j'ai bonne mémoire, a-t-il précisé ce matin en quittant le bureau du Premier ministre. La droite souligne que la Cour des comptes ne critique pas le précédent gouvernement, accusé de n'avoir rien foutu, selon le mot de Pierre Moscovici ce week-end. À gauche, on attend les conclusions que le Premier ministre tirera demain dans son discours de politique générale du rapport de la Cour des comptes. On écoute quelques réactions. Peu de surprise pour l'année 2012, les menaces de dépassement budgétaire sont d'une ampleur réduite. Pour la droite, la Cour des comptes donne raison à Nicolas Sarkozy. C'est un quitus de la bonne gestion de la majorité précédente et c'est d'autre part une incitation, pour ne pas dire une injonction, au nouveau gouvernement de poursuivre la baisse des déficits et de le faire non pas par des augmentations d'impôts, mais par des baisses de dépenses publiques. Du côté de la majorité présidentielle, c'est une toute autre lecture du rapport. Tous les cadeaux fiscaux qui ont été effectués tout au long des 5 dernières années du mandat de Nicolas Sarkozy, qui avait commencé donc avec ce fameux paquet fiscal de 15 milliards d'euros par an, évidemment, c'est 15 milliards d'euros chaque année qui ont été perdus et qui ne sont plus dans les finances de l'État. Entre 6 et 10 milliards d'euros à trouver en 2012, 33 milliards en 2013, tout cela pour respecter les engagements européens de la France. Pour le Front de gauche, les préconisations de la Cour des comptes ne sont rien moins qu'un appel à l'austérité. Les mesures annoncées, c'est la récession et donc plus de pauvreté. En un mot, la rigueur, une notion plus ou moins assumée par le Parti socialiste. Il y a avant tout une ligne droite pour le redressement du pays. C'est la feuille de route, redresser le pays, et le redressement du pays ne peut se faire que dans une gestion rigoureuse
Simple recommandation de la Cour des comptes, il faudra attendre demain et le discours de politique générale du Premier ministre pour en savoir plus sur la future politique budgétaire du gouvernement. Voilà pour ces réactions donc recueillies par Sophie Normand. Pour les fonctionnaires, le tour de vis sera double en matière d'effectifs dans certains ministères jugés non prioritaires et de salaire. Et sans baisse globale des effectifs, le gel du point d'indice devrait être maintenu pour la Cour des comptes. Explication de Paul Bouffard. Désormais, rigueur rime avec fonctionnaire. Le rapport de la Cour des comptes est sans ambiguïté. C'est bien un gel de la rémunération des agents de l'État qui est avancé. Un gel du point d'indice qui définit les augmentations annuelles. Gel aussi des augmentations catégorielles et individuelles. Aujourd'hui, la charge salariale de l'État, c'est 133 milliards d'euros, 58% des dépenses de fonctionnement de l'État. Une diète salariale déjà préconisée par le Premier ministre dans les lettres de cadrage. Il demande une stabilisation en valeur des dépenses de personnel pour 2013. Au total, près de 5 millions de personnes seraient concernées. Alors fonctionnaires bouc émissaire, déjà la semaine dernière, Matignon annonce une baisse des effectifs de 2,5% dans les ministères non prioritaires. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Je crois que les fonctionnaires sont très interrogatifs aujourd'hui. D'abord, ils sortent de 5 ans, ils ont été très maltraités. Et puis ensuite, ils savent aussi que la situation économique est difficile. Donc ils sont interrogatifs pour savoir vers quoi le gouvernement va tendre. On a besoin de savoir sur quel pied danser et dans le métier de fonctionnaire aussi. En 2011 et 2012, François Fillon avait déjà limité la masse salariale de la fonction publique. Demain, lors de son discours de politique générale, son successeur précisera ses intentions. Un seul organisme de l'État va déroger à l'effort de rigueur, Pôle emploi. 2000 nouveaux postes en CDI vont être créés cette année pour faire face à l'aggravation du chômage. Les syndicats réclamaient de nouveaux postes en urgence, notamment après la baisse des effectifs mise en œuvre ces dernières années. Le discours de politique générale que Jean-Marc Ayrault prononcera demain est donc dans ce contexte très attendu. Mercredi, il axera son discours au Sénat sur les collectivités territoriales. Le Parlement va se saisir sans tarder du collectif budgétaire lors de la session extraordinaire pour approuver le tour de vis immédiat entre 7 et 10 milliards d'euros à trouver. Nathalie Guillouard. Priorité numéro 1 du gouvernement, réajuster les comptes de 2012. 3 jours y sont consacrés au Sénat lors de la session extraordinaire. Le collectif budgétaire devra valider les premières mesures fiscales du quinquennat de François Hollande. Sans surprise, via une contribution exceptionnelle, le relèvement du barème de l'ISF rapporterait 2,3 milliards d'euros de recettes. Déjà annoncé également la baisse des franchises sur les droits de succession qui devra accroître de 140 millions d'euros les recettes de l'État. Les banques aussi sont mises à contribution. La taxe sur les transactions financières sera relevée des 0,1 à 0,2% pour un bénéfice de 350 millions d'euros. Troisième chantier important, le forfait social sur la participation et l'intéressement. Touchant les grandes entreprises, il sera relevé de 8 à 20%, une contribution patronale pouvant atteindre 550 millions d'euros de recettes. Une taxe de 3% sur les dividendes des entreprises est aussi prévue. En 3 jours, le Sénat devra valider entre 6 et 10 milliards d'euros. Cette première loi de finances représente près de la moitié du total des hausses d'impôts prévues durant la campagne de François Hollande. Voilà, et donc ce sont les premières mesures pour 2012, alors que Didier Migaud préconise une imposition avec des impôts à assiette plus large, comme il dit, donc concernant beaucoup plus de monde pour l'année 2013. La principale force d'opposition attend le gouvernement de pied ferme, critiquant les premières mesures coûteuses, mais l'UMP est aussi très préoccupée et occupée par sa guerre des chefs relancée par la candidature à la présidence du mouvement de François Fillon, un lundi au siège de l'UMP, dont les partisans de Jean-François Copé donc, sont très présents, avec Fabrice Cunet. Dans l'entourage de Jean-François Copé ou parmi les indécis de l'UMP, l'annonce de la candidature de François Fillon ne passe toujours pas. C'est le calendrier choisi par l'ex-premier ministre qui dérange. Ça nous a un petit peu surpris, ça démontre peut-être un peu de fébrilité de sa part de vouloir avancer comme ça le calendrier. On était sur autre chose, c'est-à-dire que là l'opposition UMP s'est installée à l'Assemblée nationale. Il s'agit pour nous de dérouler ce calendrier-là. Car à la veille de la reprise des travaux parlementaires, l'UMP est en chantier. Le risque, voir la bataille des chefs éclipser son rôle d'opposition. Et beaucoup redoutent une certaine cacophonie. Il y aura une campagne en octobre, en novembre. D'ici là, il faut organiser l'opposition au Parlement. Il y a une session extraordinaire difficile sur la fiscalité des Français, sur un certain nombre de mesures sociales.
Voilà, l'UMP doit d'abord rester unie pour se battre contre la gauche. On verra après à régler nos affaires internes. Pour Jean-François Copé, l'annonce de François Fillon ou l'alternative Alain Juppé ne change rien. Pas question de précipiter sa propre déclaration. Un petit mot peut-être sur la déclaration de Fillon, pas tout de suite. Le secrétaire général devrait officialiser sa candidature à la fin de l'été. D'ici là, il multipliera les déplacements dans les fédérations. La course à la présidence est lancée. Les invités du 19h, donc Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également Jean Arthuis, sénateur centriste de la Mayenne, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là ce soir. Jean Arthuis, est-ce que d'abord, vous dites chapeau la Cour des comptes, car j'imagine que vous vous retrouvez dans ces conclusions? Moi, j'ai rien appris. Et je salue le travail parlementaire parce qu'au fond, ce que dit la Cour des comptes, nous n'avons cessé de le dire. L'exécution 2011 a été raisonnable. Le gouvernement a tenu ses obligations. Et le déficit a été ramené à 5,2, c'est quand même 103 milliards, ce qui est considérable. Nous n'avons cessé de dire depuis des semaines qu'il faudrait sans doute trouver 10 milliards compte tenu de l'affaissement de la croissance en 2012. 10 milliards pour tenir le cap des 4,5-4,4% de déficit en 2012. Pour cette année, et puis entre 30 et 40 milliards la facture, c'est encore plus salée. Pour 2013. Alors, la seule chose, c'est que j'entends un projet de loi de finances qui ne comporterait finalement que des mesures de recettes, alors qu'il va falloir s'attaquer à la dépense publique. Très bien. Alors, Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que pour vous, cet audit qui a donc été remis au Premier ministre aujourd'hui marque en quelque sorte une rupture après les premiers gestes symboliques du quinquennat? Non. Je pense que cet audit confirme deux choses. Le diagnostic, à savoir le doublement de la dette en 10 ans et une augmentation très forte du déficit public qui a été certes pour une part réduit l'an dernier, mais pour une large part, il faut bien le dire, avec l'arrêt du plan de relance. Donc évidemment, un plan de relance, c'est conjoncturel. Et vous avez bien vu que dans la réduction du déficit, c'est d'abord l'arrêt du plan de relance. Quel gros paquet. Oui, mais c'était conjoncturel, c'est donc prévu. On a encore un déficit de 5 et quelques qui est important. Il y a quand même un fait nouveau, c'est un certain nombre de sous-estimations ou de surestimation de recettes ou de dépenses de l'ordre de 1,5 milliard. Et puis il y a ce sujet des remboursements auprès de l'Union européenne d'un certain nombre de pénalités qui sont nécessaires. Donc c'est peut-être le seul élément vraiment neuf. Je partage votre avis, il n'y a rien de nouveau. Par contre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que... politiquement, quand même, voilà, ce que j'allais vous dire. Là, on a l'impression qu'on entre dans la rigueur. Voilà, alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on a l'impression que la Cour des comptes veut régler à la place des Français les choix politiques qu'ils ont faits. Vous entendez la Cour des comptes vous dire qu'il faut augmenter la TVA et la CSG. Les Français ne l'ont pas voulu. Il y a d'ailleurs eu une proposition qui est de regrouper TVA et CSG, ce qui peut amener un peu plus de recettes par la progressivité de la CSG. Il vous dit il faut réduire brutalement les embauches, les évolutions de salaire. Je ne crois pas que c'est ce que les Français ont souhaité. Ils ont fait d'autres choix. Et il manque une analyse dans la Cour des comptes. Parce qu'à aucun moment, je ne vois, ils nous disent, allez hop, on peut trouver 33 milliards d'économies à la SERP, ils nous disent comment. Ils ne font à aucun moment une analyse sur l'impact croissance. C'est-à-dire, du coup, l'effet moindre recette et l'effet par ailleurs catastrophique pour l'économie. Vous critiquez la Cour des comptes, mais le gouvernement a fait appel à cette institution indépendante et à son président que vous jugez indépendant dans ses propositions et ses préconisations. Mais il peut être indépendant et ne pas être dans l'accord politique avec le peuple. Ça arrive, des gens indépendants. Il fait du calcul et il a une logique, une pensée unique qui est la prolongation de ce qu'on a toujours entendu maintenant depuis 10 ans et qui fait qu'on est dans une crise lourde. Donc moi, personnellement, je pense que le gouvernement a eu raison de faire cet audit. Il a des éléments, il a des propositions. Mais il aurait tort de suivre les conclusions. De suivre les conclusions, car le politique n'est pas là pour être à la botte de la Cour des comptes. Alors, non, mais je pense qu'il faut que le gouvernement et sa majorité atterrissent et prennent en compte la réalité. On a jusqu'à maintenant, et la campagne a privilégié l'illusionnisme, le déni de réalité. Des gens qui ne se rendent pas compte du réel. Les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Quand ils votent pour vous, ils sont lucides, et quand ils votent pour nous, ils ne sont pas lucides. Me permettez-vous d'aller jusqu'au bout? C'est vrai que dans l'endettement 2011,
il y a l'Europe qui s'invite, la zone euro. Oui. La solidarité au sein de la zone euro fait qu'aujourd'hui, les États membres de la zone euro viennent en aide à ceux qui sont en difficulté. 12 milliards de prêts bilatéraux à la Grèce et 7 milliards pour le Fonds européen de stabilité financière pour venir en aide à l'Irlande et au Portugal. Mais ce qui est très important aussi, au-delà de l'assainissement des comptes publics, et je partage votre avis, la Cour des comptes est totalement dans sa mission lorsqu'elle donne une certification d'image fidèle de la situation budgétaire, comptable. Sur ce qu'il convient de faire, elle peut esquisser des propositions, mais c'est le politique qui décidera. Vous adhérez quand même aux propositions qui sont faites. Hausse des impôts, baisse des dépenses, très largement. 33 milliards à trouver, hausse de la TVA, de la CSG. Il faut surtout, alors hausse de la TVA, attention. Gel du point d'indice des fonctionnaires, par exemple. Vous êtes moi, je pense qu'on n'échappera pas à cela. D'accord. On n'échappera pas non plus à une réduction du nombre de fonctionnaires. En tout cas, il faudra revenir sur l'idée qu'on ne remplace pas tous les fonctionnaires qui partent en retraite. Et puis, sans doute, éviter aussi ces mesures catégorielles qui coûtent chaque année entre 500 et 800 millions de dépenses supplémentaires de frais personnels. Sans être à la botte du premier président de la Cour des comptes, dit aussi la réduction des dépenses publiques dans notre pays est possible, Gérard Arthuis le dit depuis des années, sans toucher à la qualité des services publics, ni au cœur de notre protection sociale. Que répondez-vous? Je réponds que j'attends de voir et que je ne le trouve pas très fécond dans les propositions. Parce que quand il nous explique qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires, il ne nous dit pas où. Donc, et ça, c'est la vieille théorie. On gaspillerait de l'argent qu'on n'enverrait pas le truc. On nous l'a dit à l'éducation nationale. On a vu ce que ça a donné. On a reculé dans tous les classements en termes de capacité éducative et il y a un profond malaise dans l'éducation. Alors, qu'il y ait des marges d'organisation, qu'il y ait une certaine rationalisation de certains services publics. Mais vous savez, parfois, en réduisant les fonctionnaires, on réduit les recettes. On a une commission sur l'évaluation de l'évaporation fiscale. On sait par exemple qu'on a pour les produits de transfert, vous savez qu'il y a une grosse recette fiscale potentielle, les échanges. On a une toute petite équipe à Bercy. Alors je ne sais pas des milliers de fonctionnaires. Je pense exemple les douanes. On n'a quasiment plus personne aux douanes. Et après on dit on a à l'entrée du en France, qu'on n'y touche pas aux douanes. Un certain nombre. Oui, d'accord, mais ni aux contrôleurs fiscaux. Mais je le dis, les douanes, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez pour contrôler sérieusement qu'on n'est pas envahi par les produits qui ne respectent pas les normes. Alors je donne ces deux exemples pour dire que là n'est pas, à mon avis, le point. Je vais vous donner un exemple. Les 2 tiers, les emplois publics, il y a un gros débat. Les fameux non-renouvellements 2 sur 3, là, 1 sur 2, pardon, par temps, ça a gagné 900 millions d'euros par an. Oui. Eh bien, quand vous regardez, ne serait-ce que vous dites sur le MES... Mais on en a perdu les 2 tiers avec des mesures catégorielles. Attendez, voilà. Et là, on a eu tort. Mais par ailleurs, le MES, il va nous coûter d'un seul coup 13 à 14 milliards. Certes, c'est la solidarité européenne. Là, on parle du mécanisme européen. Donc vous avez d'un côté, là, c'est insupportable. Et de l'autre, on accepte. Et d'ailleurs, ils peuvent même augmenter la somme sans que le Parlement ait quoi qu'à dire. On verra l'attitude de la majorité à l'égard du traité européen. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la vraie question, Madame Lienemann, c'est qu'en 2011, le déficit commercial s'élève à 70 milliards. C'est ça la vraie question. Ça veut dire qu'on a consommé 70 milliards de plus qu'on a produit. Oui, c'est ça. Et que si on ne retrouve pas de la compétitivité... Je suis d'accord. Alors quand vous augmentez les cotisations pour financer les retraites à 18 et 19 ans, quand vous supprimez la TVA anti-délocalisation ou TVA sociale, vous n'accomplissez pas le geste nécessaire. Non. La France a tort de continuer à percevoir sur les salaires le financement de la protection sociale. Ça nous amène à la question du coût du travail. J'ai une question à vous poser, moi, sur les objectifs. Le coût du travail. Le coût du travail, fondamental. Comment va-t-on retrouver de la compétitivité pour recréer de l'emploi? Il y aura demain, madame, je le crains, de très nombreuses entreprises qui vont être confrontées à des plans sociaux et peut-être même à des dépôts de bilan. Ceci, si nous perdons ce qui nous reste de tissu industriel, ça fondamentalement, c'est pour moi l'urgence. L'arrachement est définitif. Bon, vous êtes d'accord sur l'importance de la productivité, sans doute pas sur les mêmes solutions, évidemment, à trouver pour mais justement, de baisser le coût du travail en France. Je pense qu'il y a en partie besoin de budget d'État dans certains cas, parce que nous avons quand même un problème d'organisation de nos filières industrielles. Et par ailleurs, je partage votre point de vue, là, à titre tout à fait personnel, c'est que je considère que la base du calcul des cotisations sociales n'est pas la meilleure base aujourd'hui dans notre pays. Simplement, je ne suis pas d'accord
sur l'idée que ce soit transféré sur la consommation, à savoir la fameuse TVA dont on a parlé, qui a été refusée. Je considère que la valeur ajoutée dans l'entreprise est un critère beaucoup plus performant. Autorisez-vous une simple réflexion. En maintenant des cotisations sur les salaires de ce qui est produit en France, c'est comme si vous mainteniez un droit de douane que seuls paient ceux qui produisent chez nous. Je connais bien cet argument. Ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, tous les emplois qui bénéficient de cette fameuse mesure d'allègement des cotisations ne sont pas... Les salaires. Voilà, mais non, parce que pour une part, mais les salaires sont la valeur ajoutée. Non, mais pas seulement. Simplement, vous touchez là actuellement des secteurs qui ne sont pas menacés par la concurrence mondiale, alors qu'il faut cibler nos aides, ce qui est le plus menacé. Peut-être, mais c'est quand même la seule façon. Vous avez dit il y a un instant, Marie-Noëlle Lienemann, vous n'êtes pas à la botte, la France n'est pas à la botte de la Cour des comptes. Est-ce que nous sommes à la botte de l'Europe en respectant, en ne remettant pas en cause les engagements de réduction de déficit budgétaire, sachant que Pierre Moscovici déclare dans le Figaro ce matin revenir sur ses engagements sous prétexte que ça demande des efforts serait un appel au meurtre? Bon, manifestement, Pierre Moscovici, depuis quelque temps, très radical dans ses propos. Je voudrais qu'il le soit un petit peu plus dans ses propositions, peut-être. En tout cas, c'est vrai que c'est un engagement de François Hollande. Bon, donc, le président a pris un engagement, il va tenir ses engagements. Simplement, je rappelle quand même que le président Hollande, à l'époque où il était candidat, avait quand même dit qu'une partie de ses engagements dépendrait de la croissance. Et donc, je pense normal qu'il s'attache à regarder cet objectif. Ouais. Faut-il encore que ça ne joue pas à contrario de ce qu'on a souhaité? Pour l'heure, je ne pense pas que c'est l'intention du gouvernement. Pour ma part, je le ferai. Mais c'est pas... Je me souviens qu'à la veille des législatives de 97, Lionel Jospin et les socialistes étaient engagés à renégocier le pacte de stabilité et de croissance. Ils n'ont rien renégocié, ça fait le traité d'Amsterdam. Je n'ai pas voté. Et c'est ce qui va se reproduire. C'est ma prévision. Maintenant, ce que je crois, c'est que quand on voit ce que coûte à la France la solidarité pour la Grèce, pour l'Espagne, pour le Portugal, ça veut dire qu'il nous faut un gouvernement économique, financier, budgétaire, bancaire. Il nous faut également une légitimité démocratique. Il faut accepter qu'on commence à parler de fédéralisme pour la gouvernance de la zone euro. Sinon, nous irons de difficulté en difficulté. S'il n'y a pas une vraie intégration politique, je redoute le chaos. Allez, on en parle aussi à petits pas à gauche, même si François Hollande est soucieux des nonistes, n'est-ce pas, Marie-Noëlle Lienemann? Il ne veut pas réveiller la fracture. Ce n'est pas une question de nonistes, parce que moi, un gouvernement économique, ça ne me déplaît pas. La question, c'est qui décide, et moi, la règle d'or, c'est la négation d'un gouvernement économique. Très bien. Car vous savez bien qu'il faut pouvoir décider. C'est le début de la sagesse, quand même. C'est la contrainte absolue, et il n'y a plus rien à choisir. Vous question de vos créanciers si vous acceptez le déficit. Non, parce que dans certains moments, vous avez besoin d'être contracyclique. Question du nouvelobs.com. Faut-il augmenter la TVA pour remplir les caisses de l'État? Eh bien, qu'est-ce que vous avez répondu à cette question posée sur Internet? Oui, à 77%, Marie-Noëlle Lienemann. Non, 22%. Il y a plus de 500 votants. Donc, une grande majorité prête à payer plus de TVA. C'est pas ça qu'ils ont voté. Pour sauver les finances, c'est fini. Allez, c'est pas ça qu'ils ont voté, nous dit Marie-Noëlle Lienemann. Et c'est ce que préconise Jean Arthuis. Merci à tous les deux. On va s'intéresser à ce qui se passe au Mali et qui vous heurte tous les deux. Je vous ai vu réagir tout à l'heure sur les titres, et notamment à Tombouctou, donc où l'histoire tragique se répète avec le contrôle instauré par les islamistes dans le nord du pays, vous le savez, des lieux saints musulmans, mausolées, mais aujourd'hui également mosquées sont détruits au nom d'Allah. Et ce saccage donc s'est poursuivi aujourd'hui. Bérangère Dinglas. C'est à la hache, au burin et au cri d'Allah Akbar que les islamistes d'Ansardine ont commencé à détruire ce week-end les mausolées des saints musulmans de la ville. Au total, 7 des 16 mausolées auraient été détruits en 2 jours. Des représailles, disent-ils, qui font suite à la décision de l'UNESCO d'inscrire jeudi le site sur la liste du patrimoine mondial en péril. Dieu est unique, tout ça est haram, interdit, a expliqué le porte-parole de ceux qui se font appeler les défenseurs de Dieu. Immédiatement, le gouvernement malien a dénoncé la folie destructrice du groupe armé. Dimanche, c'est la procureure de la Cour pénale internationale en visite à Dakar qui déclarait que ces actes étaient passibles de poursuites. Les attaques délibérées contre des bâtiments civils non gardés et non militaires constituent un crime de guerre. Cela inclut les attaques contre les monuments historiques et la destruction de bâtiments religieux.
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, Tombouctou est surnommée la cité des 333 saints, en référence à son passé glorieux. Selon la croyance populaire, ces mausolées en terre cuite protègent la ville de tous les dangers. Les islamistes armés d'Ansardine dénoncent, eux, l'adoration des saints comme une hérésie. Ils ont profité de la confusion née du récent coup d'État à Bamako pour prendre le pouvoir sur le nord du Mali. Ils ont annoncé vouloir continuer le saccage, sans exception. Et avec nous donc André Bourgeot, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Mali. Parlez-nous d'abord de Tombouctou, donc la perle du désert. Pour ceux qui n'ont pas eu le privilège d'y aller, c'est une ville d'une richesse incomparable d'abord. Une richesse incomparable dans tous les domaines. Peut-être préciser l'étymologie du terme Tombouctou. Ça viendrait, selon la légende, du nom d'une femme touareg qui s'appelait Bouktou et qui était autour d'un puits avec d'autres femmes, d'où l'appellation Tin Bouktou, celle de Bouktou. Bon, cette légende a été remise en cause par l'explorateur allemand Heinrich Barth, qui au XIXe siècle attribue Tombouctou à l'empire Songhai. Bon, ça fait partie de la légende. Ces mausolées aujourd'hui qui sont détruits et ça nous heurte tous. Enfin, vous êtes indigné, vous qui êtes spécialiste du pays. Plus qu'indigné, révolté par rapport à ce qui se passe. C'est quand même tout un patrimoine qui est en train de disparaître. Un patrimoine qui date quand même du XIVe siècle. La mosquée prestigieuse a été construite en 1325 par l'empereur du Mandé, Mansa Moussa. Mais pourquoi ces islamistes les détruisent au nom d'Allah ? Parce que c'est tout le problème de l'islam salafiste djihadiste qui considère que les mausolées, les tombes de Tombouctou, les cimetières, il y a 16 cimetières et 16 mausolées, sont des pratiques qui relèvent de l'idolâtrie. C'est la même chose aussi avec les Bouddhas d'Afghanistan. C'est vrai que ces lieux ont une importance considérable parce que beaucoup de croyances y sont rattachées pour la population. Absolument, absolument. Mais ce qui est intéressant à mentionner, c'est que par-delà les appartenances religieuses, parce que quand même Tombouctou, c'est musulman, quasiment à 100%. Ouais. Et qu'eux considèrent que les stèles qui surplombent les tombes sont des pratiques d'idolâtres, qu'il n'y a pas d'intercession entre le croyant et Dieu. Et que donc la stèle est quelque chose d'idolâtre parce qu'elle n'a pas raison elle est impie, c'est une pratique. Alors ce genre de geste, évidemment, a déjà été pratiqué par des islamistes. On pense au Bouddha de Bamiyan, en Afghanistan, là, qui avait été saccagé par les talibans. Oui. Et aujourd'hui, que peut faire l'UNESCO, que peut faire le reste du monde face à ces destructions? C'est le même type de démarche. C'est-à-dire, dans un cas, c'est le bouddhisme, dans l'autre cas, c'est l'islam. Mais puisque c'est conçu par les djihadistes comme étant des pratiques d'idolâtres, elles doivent donc nécessairement disparaître et restaurer la pureté de l'islam selon eux. Donc on assiste un peu actuellement à une sorte de nettoyage islamiste. Je crois que le terme n'est pas trop fort. On a eu autrefois recours à cette notion de nettoyage ethnique. Et là, il ne s'agit pas de nettoyage ethnique, mais d'un nettoyage islamite fondé sur les valeurs de la charia. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. L'objectif, effectivement, étant d'instaurer la charia. Et les populations musulmanes locales, et notamment les descendants de ces grandes familles, c'est ça, auxquelles sont rattachés les mausolées, se sentent en grand danger. Absolument. Alors, perle du désert, c'est perle du désert, je le disais tout à l'heure, dans tous les domaines, y compris dans le domaine architectural, on vient d'en parler, mais aussi dans le domaine intellectuel. Tombouctou, c'était quand même une grande cité. Avant peut-être de parler du domaine intellectuel, c'était un grand centre d'échanges commerciaux entre le Sahel, le Maghreb et donc l'Europe. C'était un carrefour caravanier, y compris à travers la traite esclavagiste transsaharienne. Ouais. Donc ça a été un développement énorme qui a duré à peu près pendant 2 siècles. Et d'où viennent ces islamistes aujourd'hui alors, qui passent à l'acte pour être aussi ignorants de ce qu'est la richesse de leur pays? Ce qui est grave, c'est que ça ne se pose même pas en termes d'ignorance, c'est qu'ils sont absolument convaincus du bien fondé de leurs pratiques. Parce que pour eux, c'est un problème réel, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de discuter sur le bien fondé des valeurs autres que celles du djihadisme d'Al-Qaïda. On a parlé des mausolées, des mosquées même aujourd'hui. Et on dit aussi que certaines familles possèdent des documents des précieux et rares et qu'ils pourraient être également menacés. De quoi s'agit-il? Absolument. Tout à l'heure, je faisais référence aux manuscrits dans la bibliothèque de Tombouctou où il y aurait plus de 100 000 manuscrits dont certains d'entre eux dateraient du XIIe siècle, écrits en arabe
ou en Peul et qui appartiennent effectivement aux grandes familles de Tombouctou, et que là il y aurait effectivement aussi des menaces. Il faut les protéger aussi. Absolument, ça fait partie quand même du patrimoine mondial qu'il est nécessaire de protéger. Ça a été d'ailleurs déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO il y a quelques années. Voilà, et un patrimoine en grand danger ce week-end, d'où notamment cette réaction de représailles. Merci beaucoup pour ces explications et puis pour votre connaissance du Mali. Merci beaucoup Monsieur Bourgeot. C'est la fin de cette édition à 22h. Sonia Mabrouk à suivre Doc à Doc sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir.